avant de démarrer. Bonjour à toutes et tous, c'est Jean-Luc de la commune de Castres. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Je profite pour saluer aussi David. Bonjour David. Et puis j'ai vu aussi que Gérard et Lydie étaient là. Donc bonjour à vous. Bienvenue. Oui, bonjour. Et c'est pas Gérard, c'est Nathalie Melchior, la secrétaire. Bonjour Nathalie. Je suis sous le compte de Monsieur le maire, mais c'est Nathalie. Voilà. Bonjour Nathalie alors. Bonjour à tous. Et puis je vois qu'il y a une commune qui est connectée sous le nom mairie. Alors je ne sais pas quelle commune c'est, mais je lui souhaite la bienvenue également. On est combien là, du coup là? On est 10, c'est écrit. 10. Ouais, 10, ouais. Bon, allez, on va démarrer. Bien. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, tout le monde entend bien? Tout le monde est là? J'ai plus de son. Oui, on t'entend bien. D'accord. Ok, très bien. Donc, écoutez, donc bienvenue. On va passer une bonne heure ensemble. Donc, Hervé Delva, donc vice-président au sein du SIECF. Bon, beaucoup de gens me connaissent. Voilà, donc je suis entouré d'Agnès Decolle, de Léa et de Grégoire. Voilà, qui vont également, qui sont présents autour de moi. Donc, on va parler du décret tertiaire. Donc, ce fameux décret tertiaire qu'on appelle aujourd'hui éco-énergie tertiaire, qui précise toutes les modalités de mise en œuvre sur l'obligation d'action de réduction des consommations d'énergie. Voilà, tiens, vas-y. Donc, au sommaire de ce webinaire, il y a déjà pourquoi un tel décret. Ensuite, qui est concerné? Quand va-t-il s'appliquer? Quels sont les objectifs imposés de consommation, de réduction de consommation? Et puis, bien, si on respecte pas les règles, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, comment répondre à ce décret, donc au niveau notamment des consommations d'énergie, déterminer la consommation de référence, saisir toutes les données de consommation et toutes les informations administratives et techniques des bâtiments sur une fameuse plateforme dont on verra après le contenu, et en dernier point, comment atteindre les objectifs et comment pouvoir donc répondre à cette réglementation. Alors, pourquoi ce décret? Eh bien, en quelques chiffres déjà, aujourd'hui, la consommation d'énergie des bâtiments représente 44% en France et participe à hauteur de, oh j'entends du bruit là, participe à hauteur d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur tertiaire, sur ces 44%, représente environ un tiers des consommations, ce qui est relativement important, hein. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi, c'est que la plupart des bâtiments, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, sont des bâtiments qui datent d'avant 1975. Donc, pourquoi on appelait cette référence de 75? C'est tout simplement, c'est le premier choc pétrolier que la France ait connu. Tout en sachant qu'aujourd'hui, les bâtiments publics, tertiaires représentent une consommation d'énergie moyenne de 240 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, alors que dans la réglementation thermique sur le bâtiment neuf aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être aux alentours des 50 kWh par mètre carré par an. Donc la marge de progression est énorme, et pour y arriver, ce n'est pas forcément toujours très simple. Alors, pardon? Non, c'est bon. Coupez vos micros. Je sais pas pourquoi. Parce que là...
Si vous voulez bien couper vos micros, parce que sinon, tout le monde participe à votre discussion et c'est un peu perturbant. Merci. Donc, en gros, les bâtiments collectifs sont de grands consommateurs, de collectivités, pardon, sont de grands consommateurs d'énergie. Et en gros, pour faire simple, au niveau des communes, les communes en moyenne dépensent 44 € par habitant pour l'énergie, dont effectivement à peu près 33 € dédiés aux dépenses d'énergie, des dépenses énergétiques des bâtiments communaux. Je vais y arriver. Donc l'enjeu de tout ça, c'est quand même bien aujourd'hui de réduire la facture énergétique. Et c'est le but même de ce décret, hein, donc de réduire cette facture en s'engageant dans la rénovation énergétique des bâtiments. Là, oui, il y a des personnes qui ont encore le micro qui est allumé, s'ils veulent bien le couper, parce que dès qu'ils parlent, on entend leur conversation. C'est un petit peu perturbant. Merci. Donc, ce décret tertiaire, qui est également appelé décret rénovation tertiaire ou éco-énergie tertiaire, comme on l'appelle dorénavant, c'est un décret qui émane d'une loi, qui est la loi Elan, sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. C'est un décret qui a été. En fait, ce décret-là, il est venu remplacer un décret tertiaire qui datait pratiquement d'une dizaine d'années. Et à l'époque, il avait été cassé en Conseil d'État, notamment par les investisseurs privés. Donc, du coup, il était resté dans les tiroirs. Et là, il a été réécrit et paru sur la base de la loi Elan. Alors, aujourd'hui, ce décret, eh bien, il n'est pas tout seul. Sont adossés à ce décret plusieurs arrêtés ministériels qui vont préciser les modalités d'application de ce décret. Alors, tous ces documents, vous les trouverez sur la plateforme NEOPS qui a été mise en place par le syndicat, sur lequel vous allez retrouver à la fois le diaporama et vous allez retrouver également les textes dont on vient de parler. Alors, qui est concerné par ce décret tertiaire? Ça, c'est important. Donc, tous les bâtiments tertiaires, publics, privés. Donc, dans le public, évidemment, on est dans le secteur tertiaire dit non marchand. Et dans ces bâtiments donc, publics concernés, dans nos collectivités, nous avons effectivement les bureaux, les bâtiments dédiés à l'enseignement, nous avons les mairies, en ce qui concerne la collectivité locale, hein, évidemment. Nous avons des bâtiments à usage médicaux, les centres sociaux, les salles de sport, toutes les salles municipales, les bâtiments culturels, éventuellement des bâtiments techniques liés par exemple à la gestion les centres techniques municipaux, des choses comme ça. Ne sont pas concernés les bâtiments de culte. Bon, et après les bâtiments liés à la défense nationale. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, ce décret, donc, on a vu les bâtiments. Maintenant, sont concernés tous les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 1000 m² de surface de plancher. Ou alors, tous les bâtiments ou ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière dont la somme des surfaces de plancher serait supérieure à 1000 m². Ou alors, tout ensemble de bâtiments situés sur un même site dont la somme serait supérieure à 1000 m². Donc, on verra après, par des exemples, comment ça se déroule, ça se détaille. Donc, sont concernés, donc on l'a dit, donc tous les bâtiments d'activité tertiaire du secteur privé-public, en sont exclus tous les bâtiments dits provisoires. Alors, dans le provisoire, il faut faire attention parce que, par exemple, tous les bâtiments modulaires qui viendraient s'intégrer, par exemple, adossés à une école ou adossés pour agrandir momentanément quelque chose, ils sont concernés par le décret. Par contre, une construction provisoire, c'est lorsque le permis de construire est inférieur à 2 ans. Donc, sont concernés également, donc, on l'a dit, les bâtiments dont la surface de plancher supérieure à 1000 m². Donc, on verra après le détail. En sont exclus les bâtiments de culte, les lieux de culte, pardon.
Voilà, après, donc, sont exclus les bâtiments, on l'a dit, hein, de la défense, la sécurité civile, etc., etc. Vas-y, passe. Donc, quand on parle de surface de plancher, il faut savoir de quoi on parle. Alors, jusqu'à présent, on parlait beaucoup de SHOB, surface hors d'œuvre brute, ou de SHON, surface hors d'œuvre nette. Aujourd'hui, ces deux définitions sont disparues au profit de la surface de plancher. La surface de plancher, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme des surfaces de tous les niveaux d'un bâtiment, clos couvert, d'une hauteur sous plafond supérieure à 1,80. Donc là, on donne une définition précise. Hein, donc elle se mesure au nu intérieur des murs de façade de la construction. Elle ne prend ainsi pas en compte l'épaisseur des murs extérieurs, les murs porteurs, et quels que soient les matériaux dont ils sont constitués, l'épaisseur des isolants doit également être déduite. Cette surface s'obtient après déduction des épaisseurs de murs, on l'a dit, des ébrasements de portes et de fenêtres sur les façades extérieures, les vides et les trémies d'escalier, donc ascenseur, escalier, etc. Les surfaces de plancher d'une hauteur inférieure à 1,80 m, c'est ce qu'on vient de dire, et les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules, motorisés ou non. Et ainsi que la surface de plancher des combles non aménageables pour les activités professionnelles, artisanales, industrielles. Donc voilà la définition qui est donnée de la surface de plancher. Parce qu'à un moment donné, il va falloir, au niveau des collectivités, que vous puissiez déterminer votre surface. Et votre surface des 1000 m² sera déterminée en fonction des éléments qui sont là précisés dans la slide. Voilà, suivant. Alors, au-delà des 1000 m², quand on parle d'unité foncière ou on parle de même site. La définition de l'unité foncière ou du même site, c'est quoi? C'est un îlot d'un seul tenant, ça c'est important, composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. En gros, si les deux parcelles, ou voire plus, sont contiguës et elles appartiennent au même propriétaire, elles forment une seule et même unité foncière. Ça veut dire que là, vous avez deux petites images qui sont en dessous. À gauche, vous avez une mairie symbolisée et un groupe scolaire. Ils sont sur la même parcelle cadastrale. Donc, si la somme des deux dépassera les 1000 m², eh bien, ils sont concernés, les deux bâtiments sont concernés par le décret. À côté, à droite, vous avez deux parcelles différentes, mais qui sont contiguës. Et là, c'est pareil, si le groupe scolaire ou la mairie sont sur des parcelles cadastrales différentes, mais contiguës, eh bien, ils appartiennent à la même unité foncière et font donc l'objet de l'application du décret s'ils dépassent les 1000 m². Alors, deux petits exemples. Le premier slide, tout simple. Donc là, j'ai une commune avec 4 écoles d'une surface de 400 m². Eh bien, on n'est pas concerné à condition de ne pas être sur des sites contigus ou fonciers identiques. Si maintenant on a une école qui abrite 4 bâtiments de 400 m², 4 x 4, 16, on est concerné par le décret puisqu'on sera sur 1600 m². Deuxième exemple, j'ai un cas, le cas numéro 1 ici à gauche, enfin, je pense qu'il est à gauche sur votre diaporama. Vous avez 3 bâtiments, vous avez une mairie, vous avez une école, vous avez une salle des fêtes ou de sport, que sais-je. Eh bien, si là, on a 3 parcelles, elles sont contiguës. La somme des 3 bâtiments dépasse les 1000 m². Les 3 bâtiments sont concernés par le décret tertiaire. À l'inverse, j'ai mes mêmes bâtiments, simplement dans la configuration urbaine, eh bien, une voirie sépare la salle des fêtes ou de sport de l'école et de la mairie. Et bien là, quand on regarde la somme des deux, on a 600 d'un côté, on a 600 de l'autre. Les bâtiments n'entrent pas dans l'assujettissement au décret tertiaire. Alors, ce décret s'applique quand? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est
de figer les données sur une plateforme numérique qui s'appelle Operat, qui est gérée par l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc ça, c'est pour septembre 2022. Donc septembre 2022, il y a obligation de saisir les données, obligation réglementaire hein, évidemment, de saisir les données de consommation sur cette plateforme. Ensuite, on a un petit peu de temps pour finaliser les dossiers techniques qui vont permettre d'aboutir à des objectifs de réduction des consommations d'énergie sur nos bâtiments. Et quand vous regardez le taux de réduction, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050, les objectifs sont extrêmement ambitieux. Et on vous a mis en dessous une échelle de temps liée aux élections municipales pour bien vous montrer la corrélation entre les deux, dans le sens où, quand on parle de cette année, donc 2022, septembre, saisie des données, vous voyez bien que 2030, c'est demain. Et effectivement, entre deux, il y a les élections. Donc, à un moment donné, il y a un processus d'amélioration énergétique qui va se faire sur plusieurs mandats. Et qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on mette en place tout un processus pour qu'il y ait une continuité d'action, quels que soient les mandats et les élus en place. Alors, ces fameux objectifs qui sont imposés, on vient de le voir, il y a deux façons de le voir. Soit on va faire on va atteindre l'objectif en valeur relative, donc en pourcentage, c'est ce que je viens de dire. Donc on est à moins 40, moins 50 ou moins 60% à l'horizon 2030, 2040, 2050. On est sur une consommation donc en pourcentage. Ou alors, on a aussi une autre opportunité, on a deux méthodes en fait. Deux méthodes, la deuxième, c'est atteindre un objectif en valeur absolue. Valeur absolue, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a notre consommation qui va être en référence et on va la comparer à une consommation d'objectifs qui est définie par des arrêtés ministériels. Il y en a un qui est sorti, il y en a un deuxième qui doit paraître, qui va fixer des objectifs de consommation énergétique. Non plus en pourcentage, comme vous le voyez à gauche, mais en objectif de consommation. Alors, ce qui est important, c'est que ces objectifs sur les bâtiments concernent toute forme d'énergie et pour tous les usages. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur l'énergie chauffage. On est vraiment sur les énergies globales du bâtiment. Vas-y. Donc, un petit exemple. J'ai une école qui, aujourd'hui, on verra par la suite. Donc, la consommation de référence a été déterminée. Pour mon école, elle consomme aujourd'hui, donc sur l'année de référence, elle consomme 90 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Énergie finale, c'est l'énergie qui est comptabilisée à l'entrée du bâtiment, pour faire simple. Cette énergie concerne tous les usages, donc vous avez le chauffage, la ventilation, l'éclairage, l'eau chaude, après tous les autres usages, ça peut être l'informatique, la cuisine, etc., etc. Et donc là, il y a deux manières de voir les choses. Soit je respecte l'objectif à 2030 on a vu moins 40%, et donc là, ça veut dire que je dois passer de 90 à 54 kWh d'énergie finale par mètre carré par an, ce qui me permettra d'obtenir les 40% d'économie d'énergie. En 2030, de l'autre côté, si j'adopte la méthode de consommation en valeur absolue, eh bien, on est je vous le disais, sur un respect d'un seuil qui est fixé par un arrêté. Et le seuil, aujourd'hui, il est de 57 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Donc, on voit dans ce cas-là qu'effectivement, on a tout intérêt à s'orienter vers une valeur absolue plutôt que vers une valeur relative d'objectif de consommation de réduction en pourcentage. Tout en sachant que ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, donc ça, il faut être très prudent par rapport à ça, c'est comment le législateur va faire évoluer ces arrêtés des valeurs absolues, puisqu'aujourd'hui, on a vu qu'on était à 54, mais peut-être que en face, on a du moins 40
moins 50 et moins 60% à horizon 2030, 2040, 2050, mais peut-être que l'arrêté en valeur relative va faire en valeur absolue, pardon, va faire donc aussi descendre cet objectif de consommation qui pour l'instant est fixé à 57. Peut-être dans les années suivantes, il va descendre également. Ça, j'avoue que j'en en sais strictement rien aujourd'hui. Et là, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Alors, quels sont les objectifs qui peuvent moduler ces consommations? Eh bien, si nous rencontrons des contraintes techniques, notamment architecturales ou patrimoniales, hein, ou des risques pathologiques importants pour un bâtiment, eh bien, effectivement, donc là, il y a possibilité, en tout cas, il y a des possibilités dérogatoires sur l'application du décret. Après, si on a un coût manifestement disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, effectivement, là, c'est pareil. Mais attention, le manifestement disproportionné, il faut l'interpréter. L'interprétation qui est donnée aujourd'hui, c'est de se dire que, en gros, si ça coûte moins cher de démolir et de reconstruire, on ne réhabilite pas, on démolit et on reconstruit. Le manifestement, il est là. Il n'est pas sur autre chose pour l'instant. Et après, si effectivement votre bâtiment qui est impacté par le décret change d'activité ou a une évolution dans son volume d'activité, eh bien, à ce moment-là, effectivement, là, le décret, l'application du décret va être un peu plus délicate. Il va falloir repartir à zéro sur les références, puisqu'en fait, le bâtiment va changer de destination. Et donc là, forcément, ça va contrarier les objectifs de réduction de consommation, puisqu'en fait, les seuils qui sont imposés ne pourront pas être respectés en l'état, en tout cas. Suivante. Donc là, on va rentrer un peu dans le dur. Donc là, on vient de voir les bâtiments qui sont assujettis. Globalement, tous les bâtiments d'une collectivité sont assujettis en termes de typologie. Par contre, on a vu, ne seront assujettis, pour résumer, que les bâtiments de plus de 1000 m². Et les 1000 m², c'est par unité foncière. Bon, ça, vous l'avez vu. Qu'importe le nombre de bâtiments, si la somme des bâtiments dépasse les 1000 m² sur une unité foncière, automatiquement, les 3 bâtiments sont concernés par le décret. Maintenant, il n'y a pas que ça comme assujettissement. Il faut regarder aussi les consommations de référence. Donc, le calcul des consommations de référence qui servira justement de base pour pouvoir déterminer quelle année on va prendre en référence pour pouvoir garantir l'atteinte des objectifs. Donc là, donc déjà, quelle période est prise en référence? C'est les 10 dernières années, de 2010 à 2019. Donc ça, c'est les 10 ans. On va regarder ce qui se passe sur ces 10 années de consommation. On va ensuite prendre, alors évidemment, on prend ça soit en année calendaire, en 12 mois calendaires, soit par exemple, de mai à avril ou de septembre à octobre, peu importe. En tout cas, c'est 12 mois, c'est une année pleine qui va nous servir de référence. Et ça, sur les 10 années, donc de 2010 à 2019. Ensuite, pour la partie thermique, évidemment, on va corriger, pour déterminer la consommation de référence, on va corriger ces consommations relevées de ces 10 années par rapport aux données météorologiques. Alors, les données météorologiques, c'est ce qui va caractériser la rigueur climatique. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une année, on aura consommé plus. S'il fait moins froid, ça veut dire qu'on a eu une dérive dans les installations thermiques et que du coup, il y a une dépense d'énergie qui est inappropriée. Donc le but, c'est effectivement de corréler les consommations d'énergie avec la rigueur climatique de chaque année. Alors, la rigueur climatique se caractérise par ce qu'on appelle dans le jargon des chauffagistes les DGU, degrés jour unifiés, qui permettent justement de caractériser la rigueur climatique. Ça, voilà, ils sont enregistrés depuis des décennies, mois par mois, même jour par jour d'ailleurs, compilés mois par mois par Météo France. Ensuite, comment dirais-je, la modulation va se corriger aussi en fonction du volume d'activité exercée.
C'est vrai qu'on ne va pas traiter des écoles de la même manière qu'une salle des fêtes qui est peut-être occupée plus épisodiquement qu'une école qui est occupée quasiment à temps plein ou une mairie qui est occupée à 210 jours par an. Donc évidemment, on va aussi moduler, indépendamment des données climatiques, on va moduler en fonction du volume d'activité, toujours pareil pour déterminer la consommation de référence. Le décret, il ouvre une porte en permettant la possibilité de mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie du patrimoine lors de la vérification des objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez sur une même unité foncière, vous allez avoir plusieurs bâtiments. Je reprends l'exemple de ma mairie, de mon école et de ma salle des fêtes tout à l'heure. Si vous avez ces 3 bâtiments et qu'il y a, par exemple, il y a un des bâtiments qui est neuf, et qui au final a été construite suivant la réglementation thermique RT 2012, par exemple, la dernière en date pour les bâtiments neufs, eh bien lui va être extrêmement performant par rapport aux 2 autres. Et en fait, on pourra mutualiser les 3 bâtiments pour justement limiter l'impact de la rénovation énergétique sur les 2 autres. Voilà. Ce qui est important, c'est que toutes ces données qu'on va compiler vont permettre de déterminer l'année la plus défavorable qui va permettre d'atteindre l'objectif qui va être imposé. On va prendre forcément l'année où on va consommer le plus. Durant la période de 2010 à 2019, on va l'identifier et on va pouvoir, avec cette consommation-là, regarder la consommation, soit donc les moins 30, moins 40, moins 50, soit la valeur réglementaire qui est imposée. Alors bon, une petite slide sur si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que déjà la déclaration est obligatoire, donc sur cette fameuse plateforme, et on verra tout à l'heure que ce n'est pas qu'une fois, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a rentrée, là on va la rentrer en septembre 2022, les consommations vont devoir être rentrées année par année, à partir de 2022. Donc, si on ne fait pas tout ça, eh bien, s'il n'y a pas de reporting sur la plateforme Opérate, eh bien, on est des vilains petits canards. Et il y a un site internet qui permettra de dénoncer, d'afficher les collectivités qui ne respectent pas l'obligation. Bon, il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi le secteur privé, hein. Le secteur public et le secteur privé qui seront effectivement mis au banc, mis à l'index sur un site internet. Voilà, bon, après, dont acte. Et ensuite, il y a la préfecture peut déclencher des amendes auprès des collectivités. Donc, c'est 7 500 € par bâtiment qui peuvent être impactés au niveau de la collectivité. Alors, quand on dit à partir de 2031, bah oui, parce qu'en fait, comme on est censé respecter l'objectif en 2030 de réduction des consommations, eh bien, à partir de 2031, si on n'a pas respecté, eh bien, on peut se voir infliger une amende de 7 500 € par bâtiment. Bon, mis à part ces éléments, on va dire, de répression, ce qui est important quand même, et dans toutes les collectivités, je crois que cette année, vous l'avez toutes et tous senti, c'est qu'aujourd'hui, on a une augmentation drastique du prix des énergies, et c'est pas fini. Et donc, aujourd'hui, la première sanction, c'est de rien faire, en gros, hein. C'est vraiment de rien faire parce qu'effectivement, ça impacte directement votre budget de fonctionnement. Et donc, ça vous prive d'autres actions sur la collectivité, parce que si votre budget est impacté drastiquement par le coût énergétique, eh bien, c'est ça de moins que vous ferez sur autre chose. Donc, c'est la première sanction, c'est de ne rien faire. Alors, comment répondre à ce décret maintenant, très clairement? Donc, eh bien, on vient de le voir. Donc, déjà, figer les données de consommation de référence. Donc ça, c'est à faire en septembre 2022, ici, cette année. Donc, sur cette fameuse plateforme Opérate, on doit saisir nos données de consommation.
Donc, je le répète, hein, donc, en fonction effectivement donc, de l'année, la pire année entre 2010 et 2019, impactée par également la rigueur climatique et comment dirais-je, également les usages. Ce qui est important pour pouvoir déjà, dans cette première étape, ce qui est important, c'est déjà de réunir, de collecter les données et de les traiter. Donc, collecter les données, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on récupère toutes les consommations d'énergie de chaque bâtiment concerné. Je dis bien toutes les consommations. Donc l'énergie électrique, bon, ça de toute façon, elle est partout, évidemment. Mais après, ça peut être le gaz, ça peut être enfin le gaz de réseau, ça peut être du GPL, ça peut être du bois, ça peut être du fioul, des pellets, et j'en passe. Après, il va falloir récupérer les données climatiques de la station météo qui vous concernent directement pour déterminer les degrés jour, les fameux degrés jour unifiés, donc qui caractérisent, je le répète, la rigueur climatique, pour pouvoir moduler les consommations de référence en fonction de la rigueur climatique. Et ensuite, alors ça, si on en a vraiment besoin, c'est de déterminer les consommations d'eau pour extraire les consommations d'énergie liées à la production d'eau chaude, parce que ça consomme de l'énergie aussi, mais ça, c'est fonction de l'importance de l'usage. Je pense notamment aux salles de sport, où les salles de sport, évidemment, avec les douches qui utilisent pas mal d'eau chaude, on a une forte consommation d'eau. Et là, ça vaut le coup de s'intéresser à la consommation d'eau chaude de manière à pouvoir sortir ces consommations d'eau chaude pour impacter, toujours pareil, pour impacter la partie chauffage, la part chauffage des données climatiques. Voilà. Mais si on a, par exemple, on a une mairie où il y a de l'eau chaude, bon, franchement, ça, c'est pas le sujet. Donc, toujours pareil, comment y répondre? Eh bien, au niveau donc, de l'électricité et du gaz de réseau, on a nos concessionnaires Enedis et d'un côté pour l'électricité et GRDF pour la partie gaz sont aujourd'hui capables de nous fournir l'historique des consommations informatiquement. Donc là, c'est déjà un temps précieux qui est gagné parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans les archives de la collectivité l'ensemble des factures électriques et de gaz de réseau. En revanche, pour tout ce qui va être GPL, en l'occurrence le propane, le fioul, éventuellement le bois, le pellet, etc., et également l'eau, dans une certaine mesure, comme je vous l'ai dit, si vraiment on a une consommation d'eau qui est importante, enfin d'eau liée à l'eau chaude évidemment, et bien là, la collectivité n'aura pas le choix, elle va devoir ouvrir ses grands livres d'archives pour aller rechercher les consommations des 10 dernières années. Là, ce sera très chronophage. Alors, une fois que ces consommations sont réunies, eh bien, c'est à partir de là qu'on va pouvoir déterminer quelle année de référence on va prendre pour pouvoir la saisir sur la base opérate. Et comme tout à l'heure on le disait, il faudra choisir l'année la plus défavorable pour évidemment en consommation pour tous les usages, afin de faciliter l'atteinte des objectifs, évidemment, hein, puisque plus la consommation sera défavorable, plus on aura de facilité pour atteindre l'objectif des moins 30, moins 40, moins 50, si on part sur une méthode en valeur, je sais plus, absolue. Et je vois que chaque fois j'ai un peu de doute, et je ne devrais pas d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et de l'autre côté, sauf si on travaille sur effectivement un objectif à atteindre par rapport aux arrêtés, donc là, effectivement, ce sera intéressant également de conserver cette valeur de consommation. La suite. Donc, eh bien, les consommations, une fois qu'elles sont donc identifiées, eh bien maintenant, il va falloir les saisir sur la fameuse plateforme informatique Opérate qui est mise en place, donc, comme je l'ai dit, et gérée par l'ADEME. Et ça doit être fait en toute rigueur avant septembre 2022. Bon.
ne soyons pas dupes, on sait très bien qu'on est un peu des latins, on sait très bien qu'on est déjà pratiquement début juin, les vacances arrivent, on sait très bien qu'en 2022, en septembre 2022, tout ne sera pas saisi. Mais idéalement, il faudrait au moins que pour la fin de l'année, ce soit fait, quoi. Mais bon, théoriquement, on est à l'amende si ce n'est pas fait avant septembre. Je pense quand même que là-dessus, l'administration sera un peu plus conciliante ou tolérante. Oui. Bon, elles l'ont déjà été, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que le décret devait sortir théoriquement, devait être appliqué à partir de l'année dernière. Alors, on va saisir quoi sur cette base de données? On va saisir d'abord les caractéristiques administratives et techniques des bâtiments, d'abord de la collectivité, ensuite des bâtiments concernés. On va saisir la surface des bâtiments. Nous allons saisir également l'année qui va servir de référence et la consommation de référence qui lui est attachée en kilowattheure d'énergie finale par mètre carré par an. Je rappelle, pour toute énergie. Et ensuite, on va saisir les indicateurs d'intensité d'usage. Bon, ça, c'est plutôt lié à l'activité. Ça, c'est quand on va travailler effectivement par rapport à des consommations de référence liées à un arrêté, puisqu'en fait, ces consommations de référence, ces valeurs de référence qui sont liées à un arrêté ministériel, elles vont être modulées en fonction de l'activité. Donc, il est évident qu'il va falloir, si par exemple vous avez un bâtiment où il y a plusieurs usages, il va falloir à un moment donné caractériser l'intensité d'usage dans ce bâtiment entre l'usage, par exemple, je ne sais pas moi, si je prends une école et puis la mairie, c'est le même bâtiment, eh bien, il va falloir qualifier l'usage de manière à pouvoir déterminer l'objectif final. Voilà. Ça a été un peu vite, voilà. Donc, ce qui est important aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que je disais, c'est que cette obligation de reporting des consommations d'énergie, certes, elle sera faite à partir de septembre 2022, puisque là, c'est une imposition réglementaire, mais la déclaration devra être annuelle. C'est-à-dire que tous les ans, on va devoir y passer. Alors évidemment, la plus compliquée, c'est la première. Après les suivantes, ce sera quand même beaucoup plus facile. Mais ça veut dire qu'il faudra mettre en place un outil qui va permettre, dans un second temps, de suivre, de maîtriser ses consommations et de pouvoir, toujours pareil, impacter ses consommations par rapport à la rigueur climatique et par rapport à l'usage, comme je l'ai dit précédemment. Il y a également une obligation de rénovation énergétique, s'il va falloir qu'à un moment donné, on lance des dossiers dans l'amélioration de entre septembre 2022 et 2030, il va falloir qu'on commence à monter les projets d'amélioration énergétique des bâtiments, donc pour améliorer la performance des bâtiments. Donc, quand je dis ça, je parle essentiellement de l'enveloppe du bâtiment, donc les déperditions, les besoins du bâtiment, et les besoins, voilà, oui, les besoins du bâtiment, et après les installations liées aux équipements. Donc, tout ce qui va être pour tous les usages, hein, donc équipement, ça va être l'équipement de chauffage, l'équipement de ventilation, l'équipement de production d'eau chaude, les équipements liés à l'éclairage, avec le type d'éclairage, la gestion de l'éclairage. Ça va être éventuellement aussi la consommation d'énergie liée à une cuisine, si dans vos bâtiments, il y a une cuisine, au niveau de la gestion des appareils, les hôtes, etc. etc. Voilà. Donc, tous ces éléments-là feront partie du dossier technique. Et ensuite, on ne pourra de toute façon, on ne pourra pas gérer ce décret si on n'a pas un contrôle et un suivi des consommations d'énergie. Ce n'est pas possible. Donc ça, un contrôle et un suivi annuel des consommations d'énergie. Ce qui se fait peu aujourd'hui. Et ça, on n'aura pas le choix, faudra les suivre. Alors, il y a plusieurs manières de les suivre. Soit c'est manuel, c'est-à-dire on prend les factures et on rentre un tableur et tous les mois on saisit. Soit pour les communes de plus grosse taille, hein, je pense à Steinvorde, je vais penser à Bailleul, à Merville, à Hasbrook. Par exemple, ou alors d'autres communes, hein, j'en oublie, hein, mais communes où il y a un patrimoine un peu plus important. C'est d'avoir un suivi par une instrumentation des différents paramètres à suivre de consommation, de température, etc., etc. Et ensuite, c'est également dans les objectifs de rénovation
énergétique d'adapter les bâtiments, enfin les locaux, pardon, à un usage économe en énergie. Bon, là, c'est effectivement la manière dont on va exploiter les bâtiments. Donc, avant ces Hervé, étapes, si je peux me pardon, permettre, juste peut-être pour rassurer nos communes, on dispose depuis quelques semaines d'un outil qui s'appelle Avob, qui nous permet d'avoir une vision sur les consommations de nos bâtiments dans le cadre de l'achat groupé d'énergie. oui. Et si possible, on pourra mettre aussi des accès à disposition des communes intéressées pour leur permettre de suivre leur conso aussi bien en électricité qu'en gaz naturel. Donc, c'est une petite précision aussi pour rassurer nos auditeurs. Oui, absolument, tu as bien raison. C'est vrai qu'il y a ces outils qui existent aujourd'hui et qui permettent de faciliter la vie, très clairement. Parce que tout ça, c'est chronophage, en fait, au final. Il y a à la fois de la technique, parce que, ben, voilà, il va falloir saisir certaines données techniques, mais en même temps, ça va prendre du temps. Et donc, ça vient en plus de l'étagère déjà bien remplie des actions à mener par les agents de la collectivité. Alors, qu'attendre du syndicat, de notre syndicat d'énergie des communes de Flandre? Ben, soit vous n'attendez rien, très clairement, et vous vous débrouillez comme des grands. Voilà. Ou alors, le SIECF peut vous apporter une assistance technique sur l'identification du patrimoine qui sera éligible, l'identification des usages, l'identification des consommations et la saisie des données sur la plateforme. Alors, vous allez peut-être me dire: «Youpi tralala, super», mais par contre, une chose qui reste importante, parce que là, c'est juridique, hein, c'est que la collectivité reste de toute façon responsable de toutes les données collectées, traitées et saisies. C'est-à-dire que le syndicat ne se substitue pas administrativement et technique et juridiquement à la collectivité. Elle accompagne la collectivité dans la démarche, de manière à lui faciliter la vie et par l'expertise que les agents du SIECF ont et le côté pratique dans la saisie des données, parce qu'à force de saisir des données, évidemment sur la plateforme, forcément, il y aura une certaine expérience qui va s'installer et qui permettra d'aller plus vite. Mais ça, c'est la première étape de la saisie, hein. N'oubliez pas qu'on aura à faire ça après, dans un deuxième temps, tous les ans. Donc le SIECF accompagne les collectivités sur différents points. D'un côté, la collectivité, elle n'a pas le choix, elle devra recenser son patrimoine potentiel, évidemment, parce que c'est pas nous qui allons, c'est pas le syndicat qui va aller mesurer les surfaces. C'est bien la collectivité de définir les bâtiments concernés par le décret en termes de critères d'assujettissement des 1000 m². La collectivité devra au maximum fournir les plans des bâtiments. Ça, on en aura surtout besoin dans un second temps pour les plans d'amélioration énergétique des locaux. Ensuite, la collectivité, pour certaines catégories d'énergie, enfin typologie d'énergie, pardon, devra réunir les données de consommation. Bon, évidemment, tout à l'heure, on parlait du fioul, du GPL, du bois, etc. Parallèlement à ça, donc, le syndicat est en capacité d'identifier le patrimoine éligible. Donc, d'un côté, la commune le recense. Nous, derrière, on regarde ce qui est éligible ou pas avec la collectivité. On travaille de concert avec. On réunit les données de consommation d'énergie électrique et gaz, puisque on dispose des données, le syndicat disposera des données via la plateforme Enedis et GRDF. Donc ça, le syndicat est tout à fait capable, en mesure de récupérer ces données de consommation sur les 10 années. On va également identifier l'année de référence, puisqu'en fait, on dispose aujourd'hui des données météorologiques sur les 10 années. C'est fait, donc on les a pour les 2 stations météorologiques qui nous concernent directement, celle de l'île Léquin et celle de Dunkerque. Donc on trouvera la collectivité la plus proche, on prendra, je dirais, la station météorologique la plus proche de la commune pour pouvoir saisir ces données et corriger les consommations
de la rigueur climatique. Et ensuite, on va pouvoir saisir les données sur la plateforme Opérate. Alors là, juste alors c'est bon, c'est un petit peu dense, hein, pardonnez-moi, mais c'est juste des différentes actions séquencées des thématiques à gérer et que fait la collectivité, que doit faire la collectivité, que doit faire le SIECF. Donc en gros, l'inventaire des bâtiments, bah, ça c'est forcément la collectivité qui le fait, on ne peut pas le faire à sa place. Inventorier les sites et le nombre de bâtiments présents sur chaque site, ça reste du domaine également de la collectivité. Déterminer les surfaces de plancher, c'est la collectivité. Par contre, identifier le patrimoine éligible en fonction de ce qui vient d'être dit, hein, des points 1 à 2 à 3, eh bien, c'est bien le SIECF qui pourra trancher, avec la collectivité, évidemment. Hein. Les plans, ben, là, quand il y en a, c'est la collectivité qui doit effectivement les fournir. Ensuite, toute la fourniture des données administratives et techniques des bâtiments qui vont servir à la saisie sur Opérate, c'est également la collectivité qui doit les transmettre. Par contre, tout ce qui va être point de comptage électrique et gaz de réseau, ben, ça on l'a vu, ça c'est le SIECF qui est en capacité de s'en charger. Et par contre, la supervision et la validation des sites se fait conjointement entre la collectivité et le SIECF. Ça, c'est un point d'arrêt. Hein, la séquence A9, c'est un point d'arrêt. C'est qu'avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit ensemble d'accord et que la collectivité valide tous les éléments qui ont été collectés par elle-même et également calculés par le SIECF. Voilà. Ensuite, il faudra qualifier et répartir, si besoin, les usages des bâtiments. Hein, si les bâtiments sont multi-usages, il va falloir justement qualifier ces usages et répartir. Donc, on a vu impacter les consommations de référence en fonction des usages des bâtiments. Donc, ça, c'est conjointement la collectivité et le syndicat qui peuvent y travailler. Et ensuite, là, on passe sur les consommations. Donc, les consommations électriques, le calcul des consommations, donc la compilation, pardon, des consommations électriques et de gaz, bah, ça, c'est le gaz de réseau. Hein. Ça, c'est le SIECF. Les consommations, toutes les autres, pour faire simple, là, c'est les collectivités qui vont devoir effectivement nous donner ces consommations d'énergie. Ah, ça, on ne peut pas les inventer. La collecte des DGU, bah, ça, elles sont déjà faites, le syndicat les a, donc ça c'est fait. Le calcul des consommations de référent, bah, sur la base des éléments fournis, eh bien, c'est le syndicat qui peut s'en charger. La validation des consommations de référence, je le répète, on est une fois de plus, c'est un deuxième point d'arrêt, même un troisième, puisqu'il y a aussi celui des usages. Troisième point d'arrêt, où en fait la collectivité valide avec le SIECF les données de consommation de référence. Et ça, c'est vraiment le point de départ de la saisie. Ça, c'est la saisie des données sur la plateforme. C'est effectivement là les données administratives et les données techniques qui seront saisies. Quand je dis technique, c'est les données chiffrées de consommation qui seront saisies par le syndicat au nom et pour le compte de la collectivité concernée. Donc maintenant, ben, le SIECF, le syndicat, effectivement, peut faire les choses. Maintenant, vous comprenez bien que tout ça, c'est chronophage. Donc à un moment donné, ça a un coût. Et ce coût, il a été défini de la manière suivante, validé récemment par le bureau syndical du syndicat, qui s'est tenu il y a quelques semaines à Steenvoorde, où là, effectivement, donc on a trois solutions possibles. Hein. On a un site, ça peut être quoi? Ça peut être une unité foncière avec un seul bâtiment. Ça, c'est le cas le plus simple. Hein. Un site, ça peut être également deux bâtiments sur deux parcelles contiguës, voilà. Ou un site, ça peut être également sur une même unité foncière d'avoir 2, 3, 4 bâtiments. Enfin, après, il n'y a pas de limite, hein, c'est nos limites. Hein, sur la même unité foncière. Tout ça ne représente qu'un site. Au niveau du coût, pour déterminer le coût, eh bien, on va regarder le nombre de sites dont la collectivité dispose. Et en fonction du nombre de sites, si effectivement on est en dessous de inférieur ou égal à 5 sites, eh bien, il y a un forfait pour la collectivité de 250 €. Pour la collectivité, pas par site, hein, pour la collectivité. Plus 50 € par bâtiment.
C'est-à-dire que si vous avez si vous avez 5 sites avec 10 bâtiments au total, eh bien, ça vous fait donc 250 € plus 50 € x 10. Hein, et ainsi de suite pour les de 6 à 10 sites et plus de 10 sites. Alors évidemment, 10 sites, c'est surtout les communes les plus importantes. Je pense notamment à la commune d'Hazebrouck. Je ne sais pas si la commune de Merville ou de Bailleul ou de Nieppe, qui sont des communes aussi importantes, ont plus de 10 sites, certainement entre 6 et 10. Mais à voir, voilà. Donc là j'en sais rien. Donc là, ça va dépendre de chaque collectivité. Tout en sachant, je le répète, hein, donc premièrement, on détermine le nombre de sites sur la collectivité qui va permettre de déterminer le forfait. Et 2, on détermine le nombre de bâtiments, qu'importe le nombre de sites du coup, qui seront concernés. Et à partir de là, ça nous permet de déterminer le coût qui sera imputé à la collectivité si elle désire se faire accompagner par le syndicat sur Opérate. Alors, en attendant de faire ces économies d'énergie, enfin, de respecter les obligations de réduction des consommations d'énergie de ce décret, il y a peut-être des choses simples à faire au départ, eu égard aussi à l'évolution du prix des énergies. Déjà, se poser la question au niveau de l'usage. Au niveau de l'usage, aujourd'hui, rien n'interdit, vous voyez, j'ai 3 thématiques, rien n'interdit de travailler, sans compter l'application du décret, de travailler sur ces 3 thématiques. La première, c'est déjà d'optimiser les températures et de vérifier si on n'est pas en surchauffe dans les bâtiments. Ça, c'est la première des choses, parce que c'est vrai que l'usager n'est pas le payeur en général, hein, puisque si je prends les écoles, par exemple, l'usager, ce n'est pas le payeur. Si dans les écoles, vous avez 22 degrés, je ne pense pas que les enseignants ou le directeur vont se plaindre. Bien au contraire, mais par contre, on est dans du gaspillage. Deuxième chose, communiquer auprès des utilisateurs sur l'utilisation des locaux, hein, comment aérer, j'allais dire maîtriser l'éclairage, gérer en bon père de famille l'utilisation de l'éclairage, des températures. Et je pense aussi qu'il serait intéressant, qu'il est toujours intéressant d'indiquer aux usagers qui ne sont pas les payeurs, je le répète, pour la plupart, de leur indiquer ce que coûte énergétiquement le bâtiment à la collectivité. Après tout, il n'y a pas de. Pourquoi ne pas indiquer, je reprends l'exemple des écoles, au directeur de l'école, ce que coûte le bâtiment à la collectivité. C'est informatif, c'est vrai, mais ça peut aussi permettre de prendre conscience, de faire prendre conscience aux utilisateurs qu'un effort est à faire aujourd'hui compte tenu de l'évolution du prix des énergies et que notamment le démarrage et l'arrêt de la saison de chauffe peuvent être aussi calés en fonction de la rigueur climatique et pas en fonction de l'envie de mettre en chauffage parce qu'ils trouvent qu'il fait un petit peu frais. Sur le fonctionnement, on peut travailler sur déjà dans un premier temps sur l'efficacité des émetteurs de chaleur. Aujourd'hui, il y a encore du robinet simple réglage sur des radiateurs, donc on-off, on va dire. Ou alors des remets thermostatiques, mais où en fait la course, elle est pas limitée, ce qui veut dire que bon nombre de remets thermostatiques sont à 5, alors qu'ils sont sur des pièces ensoleillées. Et du coup, même quand le soleil est là, qui apporte un apport d'énergie interne, eh bien, le radiateur va continuer de chauffer parce qu'effectivement, le remets thermostatique ne prendra pas en compte l'apport interne apporté par notamment l'ensoleillement ou alors par les personnes qui sont présentes dans les locaux. Donc, ça vaut peut-être le coup de se poser la question de mettre en place des remets thermostatiques avec ce que j'appelle une course limitée, c'est-à-dire de limiter l'amplitude d'ouverture et de fermeture du robinet, enfin surtout d'ouverture, aux usagers des locaux. Bon, après, c'est de remplacer, je ne sais pas s'il y en a encore, mais en tout cas, si vous avez dans vos locaux encore ce que j'appelle des grille-pains, ça vaut peut-être le coup de se poser la question de savoir de les remplacer
soit par des radiateurs à inertie dynamique, soit par avec une finesse de réglage, soit par des radiateurs, on va dire, à rayonnant, panneau rayonnant. Ensuite, on peut aussi regarder le réseau de distribution de chauffage, hein, d'eau de chauffage, savoir s'il est correctement isolé. Puisque si vous avez votre chaudière et puis vous avez vos radiateurs qui sont à l'autre bout et puis que vous avez vos réseaux de chauffage qui courent dans notamment des locaux non chauffés, ça vaut peut-être le coup de se dire de les isoler. Alors, une coquille d'isolation, c'est pas ce qui coûte cher. Et par contre, ça peut rapporter gros en termes de rendement sur la distribution du chauffage. Troisième point, s'assurer que la régulation centrale, s'il en existe une, est bien réglée. Alors on appelle ça la loi d'eau, c'est-à-dire en fait c'est une corrélation entre la température de départ du réseau de chauffage par rapport à la température extérieure. Vérifier si les sondes de température sont bien positionnées. Alors ça, vous pouvez voir ça avec votre chauffagiste, hein, pour ceux qui n'ont pas de contrôle d'exploitation de chauffage. En principe, les communes de plus grosse importance ont un exploitant de chauffage. Je vais reprendre le cas d'Asbrook, hein, qui a un contrat d'exploitation avec une société privée, d'Alkia pour ne pas la nommer, et qui sont censés, je dis bien censés, regarder ces éléments-là. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça vaut peut-être le coup de se poser la question de vérifier si les choses sont bien faites. Et ensuite, quatrième point, si vous avez de la ventilation mécanique dans vos locaux, alors hors VMC, hein, la ventilation mécanique contrôlée qui concerne notamment tout ce qui va être extracteur au niveau des sanitaires n'est pas concerné. Mais par contre, pour tout le reste, si vous avez des ventilations mécaniques de locaux, ça vaut peut-être le coup aujourd'hui d'arrêter ces ventilations lorsqu'on n'est pas en exploitation des locaux, donc hors usage. Donc on met juste une minuterie et on arrête la ventilation. Alors, ce n'est pas pour l'économie électrique du moteur, parce que ça, on s'en fout royalement, même si elle est importante. Parce que si vous divisez par deux comment dirais-je, la durée de fonctionnement de ces ventilateurs, eh bien, au lieu d'avoir 8267 heures par an de consommation d'énergie, vous divisez par deux, ça vaut peut-être le coup. Mais c'est surtout, en hiver, le taux de renouvellement d'air qui va être diminué. Et c'est là où on a tout intérêt à limiter la consommation d'énergie. Parce qu'après tout, on n'a pas besoin de renouveler l'air s'il n'y a personne. Ensuite, on est plus après dans la maîtrise des consommations. Donc là, ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est de suivre les consommations. Comme on le disait, donc tout à l'heure, Natacha le disait, aujourd'hui, il y a un outil qui existe, dont dispose le syndicat, c'est de pouvoir effectivement faire des suivis de consommation. Et surtout, alors, le suivi, c'est une chose, ça c'est bien, mais c'est surtout de vérifier les dérives. Parce que l'avantage de suivre les consommations, ça permet de vérifier s'il n'y a pas de dérive. Et parce qu'il peut y avoir une dérive par un problème de réglage d'une chaudière, d'un brûleur et autres, que sais-je. Et du coup, ou lors par exemple, d'un thermostat d'ambiance qui se met à être défaillant. Et auquel cas, on va le voir, puisqu'on aura une dérive de consommation. On va se poser la question pourquoi il y a une dérive. Et automatiquement, on trouvera le remède. Donc, ça permet de ne pas attendre la fin de la saison de chauffe et de se dire, bon sang, j'ai consommé 20, 30, 40, 50% de consommation d'énergie en plus. C'est peut-être de travailler directement au plus vite, corriger au plus vite la dérive constatée. Et ensuite, le dernier point aussi important, qui est tout simple à faire, c'est d'ajuster les puissances souscrites aux besoins. Notamment, je pense aux abonnements électriques. C'est pas la peine d'avoir un abonnement, on va dire, à 36 kVA si globalement vous ne dépassez pas les 20 kVA. Vous dépensez inutilement de l'argent sur de l'abonnement qui vous sert strictement à rien. Donc là, c'est une économie non pas en kilowatts, mais déjà en euros sonnant et trébuchant. Donc ça vaut peut-être le coup de regarder ça. Et là, c'est pareil, au niveau des factures, on a au niveau des factures les puissances appelées, notamment pas en tarif bleu, mais en tout cas en tarif jaune, en tarif vert, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tarifs verts. Et donc, on est capable de vérifier la puissance appelée par rapport à la puissance souscrite et de voir si effectivement il y a une dérive. Et ça vaut le coup
parfois de payer un peu de pénalité sur une pointe plutôt que d'avoir une puissance souscrite plus forte pour les quelques heures où éventuellement on pourrait avoir une pointe, une puissance qui dépasse la puissance facturée. Voilà. Eh bien, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 11 h, on a tenu le timing, c'était 1 heure. Donc, je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous ai abreuvé de beaucoup d'informations. D'abord, merci de votre attention. Alors, je ne sais pas si encore du monde qui est resté ou si tout le monde s'est sauvé. Mais si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Sinon, je le répète, hein, le diaporama ainsi que les différents documents, que ce soit les textes réglementaires ou si on a d'autres documents à vous transmettre, on les mettra sur la fameuse plateforme NEOPS qui est à disposition des collectivités par le syndicat. Et ensuite, n'oubliez pas si vous voulez aller aussi faire un tour sur la plateforme Opérate, dont vous avez l'adresse mail qui est à l'écran. L'avantage d'y aller, c'est que vous avez ce qu'on appelle les foires aux questions. Alors, elles sont extrêmement nombreuses, elles sont parfois très techniques, mais elles peuvent être très informatives pour vous concernant. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et je remercie l'équipe du SIECF pour avoir monté ce diaporama et organisé cette séance de webinaire ce matin. Alors, Hervé, nous avons une question de David à Ether. David, tu peux prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour, fort et clair. Quelques petites questions que j'avais notées au fur et à mesure de la présentation. Sur la rigueur climatique, je suppose qu'on applique ça uniquement au chauffage. Absolument. Et donc, c'est la plateforme qui va en tenir compte, parce que moi, par exemple, sur ma gestion déléguée du chauffage, la rigueur climatique, on l'applique à un moment sur la facturation, déjà. Donc, oui, alors là, oui. J'ai déjà une consommation corrigée, en fait, à la fin de l'année. Oui, alors ça, c'est pour l'intéressement, ça. Parce que vous avez des contrats intéressement. Alors, effectivement, vous avez des contrats intéressement, et comme vous avez un contrat intéressement, automatiquement, on va rentrer la rigueur climatique par rapport au chauffage, évidemment. Donc, effectivement, sur les 10 années dont on parle, de 2010 à 2019, on peut très bien prendre ces DJU qui sont là, hein, et ça permettra de calculer le plus précisément la consommation d'énergie sur la part chauffage, évidemment. Hein. Ouais, donc c'est la plateforme qui va en tenir compte en fonction des données qu'on lui a rentrées. Non, parce que la plateforme, vous allez rentrer une consommation de référence globale. Donc, ça veut dire que ça va être fait en amont. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ou la collectivité ou par le biais du syndicat que le calcul se fera parce qu'on est sur une consommation globale. Hein, on est vraiment sur du global de consommation, donc tout usage. Donc, il y a la part chauffage, il y a la part eau chaude sanitaire s'il y en a, il y a la part électrique pour la partie tout autre usage informatique, éclairage, que sais-je. Et il faudra que dans cette consommation de référence, on va devoir, à un moment donné, avant de la saisir sur Opérate, on va devoir, on va dire, répartir cette consommation par rapport aux usages. Donc les données de consommation qu'on va renseigner sur Opérate, on les aura déjà corrigées. Ah oui, absolument. D'accord. Ok. Ensuite, l'outil dont on vous parlait avec le SIECF sur notamment la consommation électrique, vous l'avez appelé comment? C'est la plateforme AVOB. On va pouvoir proposer aux communes dans les prochaines semaines des accès spécialisés commune par commune et où vous aurez accès à la consommation globale, la consommation par bâtiment, par point de comptage d'éclairage public pour toutes les communes qui sont adhérentes à notre achat groupé d'énergie. Donc en élec et en gaz naturel. On va recevoir un mail pour vous aurez une information spécifique. On en a parlé, David, pour ton info, on en a parlé lors de la réunion des DGS la semaine dernière où Cathy était présente. J'ai pas eu le retour, mais bon, voilà. Mais c'est intéressant, ça évitera de un peu trop se gratter la tête. Et sur la Opérate, on peut aller y faire un tour et commencer à voir un peu ce qui se passe ou pas trop une fois qu'on a démarré et il faut terminer?
Alors, si vous voulez, alors sur Opérate, très clairement, aujourd'hui, avec le syndicat ici et les agents, on va essayer de saisir un premier site. Hein. On va voir un peu. On n'a pas joué l'aventure d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Pour la simple raison, c'est que quand on a commencé à y aller, à un moment donné, on s'est dit si on valide, ce qu'on ne sait pas, c'est si en validant, on peut corriger derrière, on peut y revenir pour le corriger. Ouais, Donc, c'est ça. c'est des choses qu'on doit vérifier avant de partir comme ça, la fleur au fusil, de saisir des choses. Et si derrière, on est coincé, on ne peut pas corriger, on va être ennuyé. D'autant plus que, comme on l'a vu, il peut y avoir entre guillemets, des sanctions si les objectifs ne sont pas respectés. Donc, tant qu'à faire, autant faire les choses le mieux possible dès le départ. Et pour ça, il faut qu'on aille vraiment voir comment ça se passe. Et ça va se faire dans les prochaines semaines ici avec le syndicat. Pour déjà vous faire un retour, à la fois sur le temps qu'on y est passé. Évidemment, le premier, il va être long parce qu'on va découvrir, mais on en fera un deuxième, et c'est le deuxième qui va être on va dire le maître du temps, et qui nous permettra de voir combien de temps on met pour saisir les données. Hein. Et dernière petite question sur si on veut confier donc la mission au SIECF, on a un interlocuteur privilégié, comment ça va se passer? Oui, alors je laisse peut-être Natacha le préciser, mais bon, ou je peux le dire. Comme tu veux, il est, je pense, juste à tes côtés. Si on tourne Voilà. la caméra, on va le voir. Donc, Si on tourne la caméra, on va le voir. Voilà. 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 Grégoire. Effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est vrai que, et comme vous avez pu le constater, ça va quand même être assez chronophage. Donc, on va forcément, si beaucoup de communes nous confient au syndicat, délèguent au syndicat la saisie sur Opérate et tout ce qui va en amont de cette saisie au niveau technique et administratif, et bien forcément, à un moment donné, ça risque de se bousculer en termes de timing. Et les collaborateurs du SIECF, ils ont d'autres choses à faire aussi. Et on ne va pas les mobiliser à temps plein là-dessus. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, on va se répartir les tâches. Donc, ça, c'est une question d'organisation interne. Et là, on en a déjà discuté avec Natacha. Et voilà, les choses vont se clarifier. Ça va dépendre du nombre de communes qui adhèrent. Hein, si par exemple je prends la commune dont je suis élu d'Hazebrouck, je ne sais pas si il est là, Christopher? Oui, il est là, oui, Hervé. oui, je le vois, oui. Ok, donc c'est pareil, on a quand même pas mal de bâtiments. Et là, si la ville confie au SIECF la saisie de toutes les données, ça va prendre un temps certain, voire un certain temps. Donc, il va falloir qu'on s'organise. Ça, c'est clair. Alors, ce que je peux peut-être dire pour compléter et puis aussi répondre à la question écrite de Sylvain, c'est donc effectivement le référent, ce sera Grégoire, mais bien sûr, il va s'appuyer donc sur plusieurs personnes dans les équipes du syndicat. Donc, l'idée, c'était déjà de vous présenter le décret, de vous donner les conditions financières et techniques de réalisation. On va, dans les prochains jours, vous écrire pour formaliser les choses, hein, tout ce qu'on s'est dit là. Vous dire que vous avez la possibilité de confier une partie de la mission au syndicat, sous quelle mesure, sous quelle manière et à quel tarif. Hein, on en a parlé, mais vous mettre ça par écrit. Et puis ensuite, nous transmettre les éléments de réponse si vous souhaitez nous confier la prestation et la mission. Et puis, nous, l'idée au syndicat, c'est qu'on puisse avoir enregistré les bâtiments de toutes les communes et collectivités qui le souhaitent pour la fin d'année. Hein, voilà, fin d'année 2022. Voilà, ça, c'est l'idée qu'on s'est fixée et l'objectif qui est partagé par l'ensemble des élus. Donc, on va revenir vers vous prochainement par un courrier et puis avec l'ensemble des renseignements à nous fournir. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je suis déjà, vous en avez un, parce que d'ici la fin de l'année, je suis déjà très, très, très chargé. Donc, voilà. Alors, je me permets, il y a un point que j'ai pas dans les slides que j'ai pas abordé. C'est juste une précision, mais qui a son importance. C'est que le nombre de points de comptage
d'entrée d'énergie sur les bâtiments, sur les sites, est décorrélée du nombre de bâtiments. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir, je vais reprendre l'exemple de ma petite mairie avec son école à côté. Il peut y avoir un point d'entrée à un PDL en électrique et un en gaz, voire du fioul. Bah, ça fait 3 entrées, mais pour un seul bâtiment. Donc ça veut dire que les consommations de référence vont devoir être calculées par rapport à tout ça. D'où cette notion de consommation de référence, à la fois impactée par l'usage, impactée par les données climatiques, mais en même temps par l'usage. Alors, je vais avoir le cas inverse qui va être compliqué. C'est un seul tarif jaune pour 1, 2, 3, 4, voire même 5 bâtiments. Ah oui, ben, on l'a aussi sur la commune d'Hazebrouck, on a ça. On a un complexe sportif avec une piscine qui aujourd'hui dispose d'un seul point d'entrée électrique, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça fait la piscine, une salle de sport, ça fait des vestiaires, ça fait un judo, enfin un dojo, etc., etc. Donc ça va être un peu compliqué aussi. Et là, c'est tout le boulot d'un expert technique, c'est de pouvoir apprécier la répartition des consommations par rapport aux usages. Et là, franchement, ça va pas être évident. Après, c'est pas évident, mais à un moment donné, il faudra prendre de toute façon, sur des cas comme ça, très concrets, il faudra prendre des positions claires et on les prendra. Voilà. Après, comme je dis souvent, ça nous empêche pas d'être intelligent et de prendre des positions sur des répartitions de consommation. On ne pourra pas nous en tenir rigueur après, ça c'est clair. Ensuite, Hervé, on a une question de Freddy de Coll à la CCFI. Vas-y, Freddy, je te passe la parole. Ton micro est coupé, Freddy. Voilà. Ah, il est coupé, là, toujours ? Voilà, maintenant on t'entend. Ouais, donc je disais bonjour à tous, et puis merci Bonjour. pour la présentation. Moi, j'avais une petite question par rapport aux surfaces de plancher. Donc, les surfaces de plancher, et d'après ce que vous nous avez communiqué en termes de hauteur, de soustraction, en termes de surface de trémie, tout ça, on arrive sur une surface habitable alors? Alors, pas tout à fait, mais c'est pas loin. La surface de plancher, c'est pas loin de la surface habitable ou de la surface ou de la chaîne. C'est vraiment des données qui sont assez proches. C'est vrai. D'accord. Après, moi, pardon. À la différence quand même, c'est que j'ai une petite précision, c'est que par exemple dans une collectivité qui a un comble aménageable mais qui n'est pas aménagé, il rentre dans la surface de plancher, mais il ne rentrera pas dans la surface utile, par exemple, ou habitable ou utile. De même que par exemple un sous-sol, sauf à dire une bêtise, mais le sous-sol ne rentre pas non plus dans la. Il rentre dans la surface de plancher, mais il ne va pas forcément rentrer dans la surface utile. D'accord. Et pour les archives ou ce genre de choses de bâtiments-là? Les archives, ça fait partie c'est de la surface, plancher. D'accord. Il y aura peut-être des bâtiments chauffés, non chauffés. Pour l'instant, alors justement, il y a cette notion effectivement de chauffer, de pas chauffer, mais comme on est tout usage, pour l'instant, on s'était posé la question en allant voir dans les foires aux questions sur la plateforme Opérate, et effectivement, cette notion pour l'instant n'est pas indiquée. Donc c'est vrai qu'on n'a pas il n'y a pas cette notion de surface chauffée ou non chauffée en tout cas pour l'instant. Je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit, qui est assez caractéristique. Pour la commune d'Hazebrouck, on a un centre technique municipal qui est relativement important en surface et bien au-delà des 1000 m², ça c'est sûr, pour lequel il y a une zone de bureau qui est chauffée, mais après il y a toute une zone d'atelier, etc. Le CTM est concerné puisqu'en fait il fait plus de 1000 m² et comme on s'affranchit des notions de chauffer ou de pas chauffer, eh bien on doit prendre la surface intégrale du bâtiment. Et il rentrera dans le calcul du décret, dans le décret tertiaire. Après, j'avais une autre petite question, qu'on s'est posée, nous, par rapport aux recherches de véhicules électriques. Parce que, certes, on va vers une évolution dans ce sens-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des consommations électriques. Ça va certainement doper les consommations, étant donné que… Oui, mais elles
elles sont hors champ d'application du décret. Donc, ça veut dire que ça vous obligera à instrumenter pour comptabiliser l'énergie dédiée aux IRV. Par le biais d'un décompteur ou ce genre de choses? Par exemple. Et donc, même chose alors pour tout ce qui est véhicule de froid, par exemple, pour les partages de repas. Pour moi, c'est la même chose. Ça sera dans le même objectif, d'accord. Parce que si vous voulez, le décret tertiaire concerne les bâtiments. Et là, on parle véhicules. Donc, à un moment donné, il faut les sortir. Mais par contre, ça obligera à avoir effectivement un indicateur de consommation pour pouvoir sortir ces consommations comment dirais-je, du bâtiment. Ah, d'accord, ok. Et puis, dernière petite question par rapport au chauffage urbain. Comment on peut quantifier, comment ça va être quantifié justement par rapport Pareil que du gaz réseau, pareil que de l'électricité, l'élec. Il y a un prestataire. Le chauffage urbain, il y a un réseau primaire qui arrive, il y a un comptage d'énergie qui est fait avec un compteur de calories. Ce sera le relevé du compteur de calories, tout simplement. D'accord. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Je t'entends plus, Natacha. Tu as parlé? Y a-t-il d'autres questions ou d'autres précisions? Bon, visiblement, Hervé, tu as été parfaitement clair. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce qu'on peut vous préciser, c'est qu'effectivement, début juin, on vous fera une communication avec les éléments chiffrés, les modalités de réalisation de la prestation par le syndicat et puis les documents à nous fournir pour qu'on puisse avancer sur ce dossier au mieux. Voilà, donc ce sera pour début juin. Et puis, on reste à votre disposition, donc l'ensemble des équipes du syndicat, on reste à votre disposition pour toute question ou précision, le cas échéant, et principalement sur ces dossiers, donc Agnès Decolle et Grégoire Ketzoria qui sont en charge de ces dossiers. Voilà. Très bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous. Et je reprends une petite question, s'il vous plaît. Allez-y. Par rapport au fonctionnement des bâtiments, en fait, ou même en fonction de la collectivité. Oh là, j'ai dit, on t'entend mal. Oui. C'est très inaudible. Oui, vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Je disais au niveau du fonctionnement de la collectivité, c'est-à-dire, allez, on va parler, par exemple, d'utilisation d'un Karcher ou ce genre de choses-là, c'est vraiment des choses qui ne font pas partie de chauffage, de dépenses d'énergie, quoi. Oui, mais c'est de commander tout usage. De toute façon, qu'importe l'usage de l'énergie, de toute façon, là, en l'occurrence, l'énergie électrique, enfin, si c'est un Karcher électrique, ça peut être un Karcher au gaz, mais non, mais là, effectivement, de toute façon, ça fait partie des usages. Voilà. Enfin, c'est pas, à mon avis, c'est une consommation qui doit être anecdotique par rapport à d'autres usages comme l'éclairage, l'informatique. Parce que là, c'est la CCFI. Donc, il y a l'informatique, par exemple, qui sont quand même des postes un peu plus consommateurs, je pense, en tout cas. À moins que vous passiez le Karcher tous les jours, tout le temps. Non, mais je dis ça après, je ne sais pas, en termes d'utilisation des bâtiments, je veux dire, il y a la maintenance, ce genre de choses-là. C'est toute la difficulté tout à l'heure, on parlait des usages et de la répartition de consommation par rapport à l'usage. Alors évidemment, on n'ira pas dans le détail d'aller voir si un Karcher, ce que consomme un Karcher ou une cafetière électrique, mais de toute façon, il faudra bien faire la répartition des consommations entre, à un moment donné, pour pouvoir faire ce calcul de référence, ce calcul de consommation de référence. Il faudra bien faire cette répartition de consommation. Comme tout à l'heure, on le disait, ne serait-ce que pour la part chauffage qu'il faudra impacter de la rigueur climatique, ça c'est évident. Et après, les autres usages, ils vont suivre. Il y a l'éclairage, tous les appareils électriques, il y a l'informatique, bref, il y a tous les usages qu'on peut trouver électriques dans un bâtiment, quoi. Merci.
Y a-t-il encore une question ou on peut vous libérer? Parfait. Merci à toutes et tous. Bon, merci bien, effectivement, et merci Natacha. Et puis, je le répète, hein, merci au personnel du SIECF pour le diaporama, l'organisation. Et donc, écoutez, à un prochain webinaire sur une autre thématique. Bon, pas trop quand même, hein, c'est stressant. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.